Voilà, eh bien, écoute, désolé pour tout ça. Allez, vas-y, à toi, Vincent. Donc j'en étais sur la situation sanitaire où on a l'impression aujourd'hui que c'est un peu un jour sans fin. Vous savez, ce film où on se réveille tous les matins en étant le jour précédent, et la situation sanitaire ressemble un peu à ça. Et la façon dont aujourd'hui est construit et gérée la crise par le gouvernement, en tout cas, me semble-t-il, construit petit à petit, et c'est là où je pense qu'il faut que nous soyons forts et déterminés sur les enjeux qui sont les nôtres, mais construit petit à petit de la défiance vis-à-vis de la vaccination et du fait scientifique, parce que l'approximation permanente du gouvernement, mais aussi cette confiscation démocratique des décisions qui sont prises pour l'avenir du pays, construisent, me semble-t-il, cette défiance. Alors qu'il nous faudrait aujourd'hui euh, ouvrir le champ de la vaccination le plus largement possible en faisant sauter les brevets et en mettant fin aux profits honteux des big pharma. On a un gouvernement qui s'enferme dans le refus de la levée des brevets, dans le refus de l'imposition d'un impôt exceptionnel Covid sur les big pharma, et qui, en revanche, passe son temps à restreindre les libertés publiques et de déplacement, et met aujourd'hui tous ces Français qui peuvent avoir des doutes sur la vaccination, et je pense qu'il faut les entendre sans leur donner de crédit, hein, et je pense qu'il faut aller débattre avec eux, mais en tout cas, positionne ces Français qui pourraient avoir des doutes au banc de la société. Et c'est, à mon sens en tout cas, et je le dis parce que je le vis au quotidien, hein, j'ai aujourd'hui des collègues qui refusent d'être vaccinés, et avec les décisions qui sont mises en œuvre par le gouvernement, qui se retrouvent petit à petit en marge de la société et en dehors du champ, exclus en tout cas de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, ces décisions dans la crise sanitaire que nous vivons sont extrêmement dangereuses parce qu'elles continuent, elles poursuivent le clivage qui existe dans notre pays. Donc je pense il y a une situation sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui aujourd'hui qui pose énormément de questions et qui appelle d'autres réponses plus fortes, euh, d'autres réponses politiques pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire. Euh, autre élément important de cette fin d'année, c'est la question du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Donc à cette crise sanitaire, c'est rapidement vu adjoint une crise économique, en tout cas une crise du pouvoir d'achat pour un grand nombre de Français. On l'a vu avec l'explosion des, des tarifs de l'énergie, une explosion qui est extrêmement importante et qui se retrouve aujourd'hui percutée l'absence d'évolution des salaires depuis maintenant trop longtemps et petit à petit un clivage qui s'accentue avec une partie des Français qui se retrouvent, qui étaient déjà un tout petit peu au-dessus du SMIC, qui se retrouvent à gagner, mais à vivre petit à petit un déclassement avec cette augmentation généralisée des produits de première nécessité, des énergies, et une partie des Français qui petit à petit décrochent vers le haut et qui petit à petit s'échappent. Et on a là aussi un clivage qui s'accentue et, et un gouvernement qui continue à appliquer les mêmes recettes et les mêmes réponses, à l'exception de quelques aumônes qu'il faudra, pour les salariés les plus modestes, aller quémander soit à son employeur, soit à la CAF. Je pense à la prime. À la prime énergie qui a été promise et qui devrait être effective pour ce mois de décembre, ou les primes d'activité qu'il faut aller mendier à la CAF quand les salariés sont éligibles. Euh, et en face de ça, des exonérations, enfin des riches qui sont toujours plus riches et qui vivent de mieux en mieux en tout cas, et qui,
qui eux, sont toujours épargnés. Voilà. Dans ce contexte de double crise, c'est dans ce contexte de double crise que vont se dérouler les élections présidentielles et législatives. Et je voudrais rappeler deux choses aujourd'hui. La première, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une situation où on a un petit peu l'impression que c'est les sondages qui sont en train de faire l'élection. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se prémunisse de ça, parce que on va vivre une élection, je pense, qui va être atypique. Voilà, parce qu'elle se déroule dans un contexte inédit et parce que je pense qu'il y a aussi de plus en plus une certaine défiance par rapport aux médias, en tout cas par rapport aux prophéties autoréalisatrices que voudraient nous construire les médias de la part des Français. Voilà. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens assez fort dans les conversations que je peux avoir. Et ce n'est pas forcément en défaveur des camps progressistes. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes aujourd'hui dans une phase de pré-campagne présidentielle et qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des Français qui ne savent pas celui ou celle ou ceux pour qui ils vont voter au mois d'avril ou au mois de juin. Voilà. Donc on est quand même dans un contexte où l'incertitude règne énormément. Dans ce contexte, on voit que on est dans le cadre d'une réorganisation politique importante, avec un président qui avait un petit peu étouffé autant la droite que la gauche, et on reviendra sur la gauche après, et qui voulait installer ce qu'ils appelaient un clivage un peu populiste contre progressiste. Voilà. Et donc, on avait un Emmanuel Macron qui se confortait beaucoup, mais dans le duel qui s'était construit avec Marine Le Pen ou avec Éric Zemmour. Et il semblerait, en tout cas, c'est ce qui se profile, qu'avec la désignation, avec la droite qui a aujourd'hui trouvé sa candidate, un scénario qu'il s'était écrit qui semble aujourd'hui se déjouer. Voilà. À gauche, on constate aujourd'hui qu'il y a un grand nombre de candidats déclarés. Alors, iront-ils tous au bout? Ça, c'est la question. Et avec il existe, et avec dans l'électorat de gauche, une certaine, pour ceux qui l'expriment, une aspiration au rassemblement. Nous, Parti communiste, qu'est-ce que nous essayons de dire aujourd'hui dans la période? Il me semble que dans le contexte d'une abstention qui pourrait s'annoncer massive, dans un contexte où la moitié des électeurs n'ont aujourd'hui pas choisi pour celui ou celle pour qui ils seraient prêts à voter aux élections présidentielles, porter la question du rassemblement sur la simple question de la candidature est de notre point de vue aujourd'hui une erreur. Il y a en effet aujourd'hui beaucoup de candidats, enfin un certain nombre de candidats à gauche. Vous me permettrez au passage de dire que quand même ce sont pour un certain nombre quand même des candidats tous issus pour une grande partie de forces social-démocrates, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a une division à gauche, elle est en grande partie en tout cas celle du camp social-démocrate. Néanmoins, ce que nous disons, nous, c'est qu'aujourd'hui, si on veut que la gauche puisse l'emporter, il faut qu'elle soit plus forte. Voilà. Et que quand la gauche est arrivée au pouvoir, ce n'était pas la candidature unique de la gauche, en tout cas, qui apportait à l'élection présidentielle la gauche au pouvoir, mais c'est le score cumulé des forces de gauche qui ont permis
à un candidat de gauche au second tour de l'emporter. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec des intentions de vote, et je le redis, hein, qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Ce ne sont pas des intentions de vote qui cumuleraient à 25% au premier tour, qui permettraient à un candidat de gauche de l'emporter au premier comme au second. Et nous disons également que si aujourd'hui le camp de la gauche est si faible, c'est aussi parce qu'elle se concentre sur des enjeux qui ne sont essentiellement que des enjeux de personnes au détriment du contenu. Voilà. Et c'est aussi ce qui nous pousse à dire et à porter l'idée d'un pacte de majorité sur les contenus et pas sur la candidature. Nous sommes prêts, enfin, nous pourrions être prêts à discuter de la candidature. Encore faudrait-il que la question des contenus apparaisse en premier. Voilà. Et dans ce contexte-là, nous essayons de poser un certain nombre d'éléments, de grands sujets de discussion que nous voulons porter à gauche et pouvoir tenter en tout cas de construire des convergences sur ces thématiques-là. Parce que si l'union n'est pas constructible à l'élection présidentielle, nous faisons le pari qu'elle puisse l'être à l'élection législative qui viendra juste après. Sur ces éléments d'échange, sur ces éléments de base que nous voulons porter au débat des citoyennes et des citoyens avant tout, hein, nous posons un certain nombre d'éléments, la question de l'emploi comme premier objectif, la question des services publics, la question de la jeunesse, la question la question environnementale, voilà, et deux autres grands objectifs qui sont celui de la excusez-moi, excusez-moi, il faut que je retrouve mes notes, je suis désolé. Tac. Donc, six grands objectifs, excusez-moi. J'ai dit. La question de la transition féministe de la société. Et enfin, la construction d'une grande riposte au racisme et à la xénophobie pour construire l'égalité réelle et l'émancipation. Voilà. Donc ça, c'est les 6 grands objectifs que nous nous donnons. Et pour parvenir à ces objectifs, nous proposons aujourd'hui 3 moyens. Le premier étant de reprendre le pouvoir sur l'utilisation de l'argent, de bâtir une nouvelle république pour rendre au peuple sa pleine souveraineté, donc le levier démocratique, et agir pour transformer l'Europe de fond en comble et redonner à la France une voix forte et indépendante. Voilà. Donc sur cette base, nous allons travailler à initier le dialogue avec tous les partenaires de la gauche, mais aussi avec avant tout l'ensemble des Françaises et des Français qui pourraient se reconnaître qui peuvent se reconnaître dans les valeurs de gauche et qui ont cette aspiration à avoir un gouvernement qui puisse vraiment porter des propositions et des réponses qui soient ambitieuses et des réformes qui soient heureuses. C'est aussi tout le sens de la campagne que nous menons et que nous allons continuer à mener autour de la bataille des jours heureux. Voilà. Donc je pense qu'on peut peut-être essayer d'ouvrir le débat et je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, si tu as des éléments à rajouter. Pas de problème, écoute, tu compléteras. Je vous demande de m'excuser pour le manque de préparation. Oui, j'ai pas eu trop de temps pour préparer un petit peu la rencontre de ce soir, mais bon, sur tes sollicitations, Dominique, j'ai préféré venir pas trop préparé que pas venir du tout. Non, mais tout à fait. Et je t'en remercie de toute façon. Absolument. Donc, écoutez, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une souhaite prendre la parole tout de suite, soit pour évoquer une première réaction par rapport à ce qu'a évoqué Vincent ou un point de vue? Alain, n'hésite pas, hein, s'il y a des choses. J'espère que tu n'as pas été trop perturbé
par ce qu'on a vécu là au début de la réunion, où Jean-Claude. Alain, tu souhaites intervenir ou pas? N'hésite pas, allume ton micro. Hein, tous les micros sont éteints hein, là pour le moment. Oui, tu voudrais que je... Écoute, moi, premièrement, je suis sous l'effet de la conversation que nous avons eue avec Durieux à propos du fossoir. Oui, 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 tout à fait. Et puis, je suis aussi, mais ce n'est pas moi qui pourrais t'en parler, c'est sur la réunion d'hier soir de ce que le Covid nous dit sur notre système de santé, qui a été suivi très partiellement par moi, mais surtout par ma femme, qui est, tu sais, médecin de santé publique, addictologue, qui a une grande expérience, et qui aurait eu, je pense que tu pourrais rentrer en contact avec elle parce que, justement, sur le premier point qu'a ouvert notre ami Vincent Boivinet, elle aurait justement quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est dit hier soir, hein, où les prises de position de deux intervenants étaient apparemment à l'analyse assez en contradiction avec ce qui s'était passé et ce qui se passe à l'heure actuelle, pour reprendre les soucis qui ont été exposés en début d'intervention par Vincent Boivinet. Pardon. Voilà, si tu veux, où j'en suis de mon état de réflexion. Si je peux dire, j'ai pris quelques notes sur ce qu'a dit Vincent Boivinet. Je voudrais simplement, il y a quelque chose qui, dans le débat actuel, comme il l'a souligné, on ne sait pas du tout ce que les gens vont voter. Je crois que c'est important de souligner que l'on parle toujours de pourcentage en oubliant tous ceux qui ont décidé de ne pas voter. Enfin, ce pourcentage est... Mais moi je ressens que très souvent, on met en avant des enjeux sociétaux à la place de mettre en avant des enjeux politiques. Et je crois que les enjeux politiques, par exemple, c'est ce que vient de citer Vincent, c'est la remise en cause, par exemple, du PIB. C'est-à-dire que la loi économique sur laquelle on est basé est sur des critères de PIB qui sont complètement faux. Et plusieurs fois, ça a été répété. Et ça fait que ça permet comme ça un certain endoctrinement faussé. Et c'est bien la question de l'utilisation de l'argent, si on prend le côté économique. Le second point qui me paraît... Je le sens, mais je n'ai pas l'image. Mais c'est pas grave, Titou. D'accord. Vas-y, continue, Alain. Bon, et alors, le second point, bon, sur la remise en question totale de la Ve République et son fonctionnement actuel est tel qu'elle est devenue, je partage cet avis qu'il faut absolument entièrement reconsidérer la Constitution et en particulier aussi le Conseil constitutionnel. Mais ce qui me paraît un peu fausser le jeu en permanence, c'est que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de faits de société que de faits politiques. Je m'explique un peu. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus d'événements qui traitent la société. Prends par exemple, on va engager le débat sur, par exemple, les drames que vivent les femmes dans les couples. Et ça, c'est un fait, pour moi, de société. Mais de l'autre côté, on ne s'occupe pas de la cause de cela. La cause de cela, c'est une organisation à la fois entre la police
et la justice qui est à revoir parce qu'il y a un dysfonctionnement, hein, pour que quelqu'un n'aille pas déposer plainte, par exemple, et que la plainte soit mal suivie, etc. Donc, je crois qu'il faut aller au fond des choses. Il ne faut pas rester au niveau superficiel. Et que très souvent, dans les débats, par exemple, télévisés ou sur, alors là, les réseaux sociaux, on reste au factuel. Et le factuel, c'est des petits bouts les uns côté des autres, mais qui n'ont pas, ça ne crée pas un ensemble. Ça crée simplement une succession, comme dit Michel Laurey-Cerc, de, le nom m'échappe, de confettis. Et il n'y a pas la structuration pour que ces confettis deviennent des grandes causes politiques. Et pour moi, la cause politique essentielle, c'est la remise en cause de ce que, moi, à mon avis, Barbara Stiegler a très bien positionné, c'est le développement non pas du libéralisme, mais du néolibéralisme. Et ce qui est curieux, comme le dit Barbara Stiegler, c'est que ça a débuté en 1934 en France. Voilà. Ok, merci Alain. Pardon, j'étais un peu long. Hein. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Vincent, tu veux réagir? Et sinon, Jean-Claude ou Titou? Non, pour réagir, j'aimerais qu'il n'y ait dans les débats de société que vous évoquez que des débats de société aussi importants que celui des violences faites aux femmes. J'ai un peu l'impression, malheureusement, qu'il y a des sujets aussi beaucoup moins importants qui occupent l'actualité. Enfin, j'en prendrai que deux que j'essaye de prendre avec humour parce que sinon ce serait quand on prend quand on vit quand on voit dans quelles conditions vivent les gens, ça provoquerait beaucoup de colère, mais que ce soit la question des histoires de sapins de Noël comme arbre mort ou faut-il ou non continuer à manger du foie gras. Voilà, là, pour le coup, je pense que quand les sujets d'actualité sont à ce niveau-là, en effet, on passe à côté de l'essentiel et je pense que si aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, les communistes essayent de faire quelque chose, c'est bien d'essayer de rapprocher l'actualité. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos prises de parole et ce que fait, me semble-t-il, pour l'instant, plutôt bien le candidat que nous nous sommes donné, c'est de raccrocher nos interventions à la vie réelle. Et ensuite, petit à petit, de ces faits réels que sont la perte du pouvoir d'achat, des services publics qui sont aujourd'hui, quand ils ne sont pas en ruine, sont au bord de l'effondrement. Vous parlez de l'hôpital et je ne peux que partager hein, pour fréquenter occasionnellement des personnes travaillant dans le milieu hospitalier. On essaye de rapprocher, de ramener le débat à ce que vivent les gens et petit à petit de tirer aussi sur la ficelle que vous évoquiez, qui est celle du libéralisme dans notre société qui a des conséquences directes et immédiates sur la vie des gens. Voilà. Et donc interroger, essayer de porter d'autres choix de société, d'autres choix politiques et d'autres chemins de lutte aussi. Parce que je pense que ce qui fait la spécificité des communistes, c'est de ne pas croire dans la délégation de pouvoir. En tout cas, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que des fois, il faut savoir avoir des gens qui nous représentent, mais je ne crois pas à la délégation de pouvoir. Et en tant qu'élu, c'est aussi ce que j'essaie de faire vivre. Et donc, c'est pour ça que nous essayons de profiter de ce temps politique et l'élection présidentielle pour faire émerger des chemins de lutte. Parce que si demain, un président de la République
avec de grandes ambitions sociales pour notre pays, arriver à gagner l'élection présidentielle, ça ne suffirait pas. Il faudra arriver à entraîner, je pense, enfin, nous en sommes convaincus, tout notre peuple dans le sillage de cette élection pour arriver à conquérir de nouveaux droits et de nouveaux droits et de nouveaux chemins d'émancipation. Voilà. On l'a vu bien souvent, les gouvernements de gauche se sont fracassés à plus ou moins grande vitesse, hein, sur l'exercice du pouvoir parce que malheureusement, ils s'étaient satisfaits parfois trop de la délégation de pouvoir que pouvait leur conférer l'élection présidentielle et législative. Et donc, je pense qu'en tout cas, il faut que cette élection serve aussi à ça. Voilà. Moi, j'ai envie de te poser une question. Dans cette période, justement, où le ressenti, enfin, et tu l'as évoqué d'ailleurs dans ton intervention, qu'il y avait manifestement une aspiration à se rassembler à gauche, en tout cas d'essayer de créer une perspective. Tu as donné quelques éléments, mais j'aimerais que tu approfondisses un petit peu cette question. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce que développait Yann Brossa dans une interview concernant effectivement la capacité, enfin, disant en clair, ce qui fait la force de la gauche, c'est l'existence, je dirais, de toutes ces composantes et la force de toutes ces composantes. Évidemment, à condition qu'elles soient capables de se rassembler à un moment donné, et tu as raison de l'évoquer, que c'est moins sur une candidature ou une incarnation que sur des propositions, sachant que ces propositions, pour qu'elles soient durables, pour qu'elles soient garanties, je dirais, dans l'avenir, il faut qu'elles s'appuient évidemment sur l'intervention des intéressés. Et donc, voilà, comment tu ressens les choses? Est-ce que tu penses qu'on avance un petit peu dans la restitution, je dirais, aux citoyens de leur capacité à peser sur le cours des choses, quoi, en clair, hein, et donc de moins alimenter la délégation de pouvoir et de pouvoir tricoter un certain nombre de choses qui nous permettent de reprendre pied ou en tout cas de reprendre la maîtrise un petit peu de notre avenir. Donc, non, dire dans un premier temps, que je partage cette idée que oui, la gauche peut être forte, à la seule condition, c'est qu'elle soit diverse. Voilà. On n'a pas tous la même culture politique et je pense que les Français n'ont pas tous la même perception de la société non plus et qu'il y a besoin que la diversité de la gauche est aussi la condition du dialogue. Voilà. Je pense que si on pense tous la même chose, on n'échange pas, on ne dialogue pas et on n'avance pas parce qu'on est convaincus tous ensemble de ce qu'on pense. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a besoin de reconstruire quelque chose, c'est donner plus de force à la diversité de la gauche pour donner plus de force au débat démocratique qui peut exister après. Voilà, je ne sais pas si ça répond beaucoup à ta question, Dominique, mais moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à redonner des perspectives de progrès, des perspectives sociales, des perspectives de vie meilleure, de jours meilleurs. Et je pense que c'est un petit peu l'objectif que se sont donné les communistes dans la période. Et je pense que la gauche, si nous arrivons, et j'y mets toute mon énergie, et je sais que les militants communistes y mettent beaucoup d'énergie, si nous y arrivons, je pense que la gauche sera plus forte si le Parti communiste est plus fort aussi. Voilà. Et que il y a, même si le calendrier électoral a été inversé, nous avons encore la chance, enfin, on va le dire comme ça, mais je veux dire,
qu'il y ait une élection législative qui suive l'élection présidentielle, quoi. On pourrait avoir, comme certains le voudraient, un seul gros package, quoi, avec l'élection présidentielle et l'élection législative en même temps. C'est même ce que certains ont dans les cartons, hein, pour verrouiller encore plus le système, le système, le système démocratique, c'est-à-dire qu'on aura un président élu avec sa majorité le même jour, et puis rideau, il n'y a plus rien. On baisse le rideau, il n'y a plus rien à voir jusqu'au prochain mandat, quoi. Jusqu'au prochain, voilà. Donc on a la chance d'avoir, après l'élection présidentielle, une élection législative sur laquelle on a l'opportunité dès aujourd'hui d'ouvrir des chantiers de rassemblement de la gauche, voilà, pour parler de fond, pour parler de contenu, pour parler de perspectives émancipatrices, pour parler de progrès, pour parler de comment demain on peut avec les Français vivre mieux en France. Voilà. Et ça, je pense que c'est une opportunité qui n'est possible aussi que si elle sera facilitée si nous avons un président de gauche qui gagne l'élection, enfin un candidat de gauche qui gagne l'élection présidentielle, mais elle sera facilitée aussi par des forces de gauche dans leur diversité, qui réalisent des scores importants à l'élection présidentielle. Voilà. Une question, ouais. Qu'est-ce que le candidat communiste à la présidentielle et les candidats communistes à l'élection législative, qu'est-ce qu'ils apportent d'original justement à gauche? Alors, vaste question. Moi, ce que je dirais, c'est que il me semble qu'ils apportent une vision de l'action politique démocratique et populaire. Je ne sais pas si c'est très clair en le disant comme ça, mais je pense pas que je pense qu'en fait, on est bien loin des clichés que peuvent avoir les gens sur les communistes quand ils en ont, c'est-à-dire une force politique extrêmement autoritaire et très verticale. Comme communiste, j'ai toujours échangé, j'ai toujours été inspiré et on a toujours porté des batailles qui n'étaient pas que les nôtres, quoi. On les a toujours portées de façon collective. Et ce sens du collectif, ce sens du partage et cette culture du chef qui est bien différente de celle qu'on peut avoir dans d'autres formations politiques, c'est déjà une grande différence dans le champ politique. C'est-à-dire que il n'y a pas, je ne pense pas que qu'il y ait en tout cas c'est pas ma vision, d'avoir des gens qui comptent plus que d'autres. Et donc cette volonté-là de permettre à tout le monde de compter pour un et de travailler tous ensemble à des perspectives de progrès. Ensuite, il y a un certain nombre de questions et d'enjeux sur lesquels les communistes font la différence, en tout cas portent des thématiques de façon différente par rapport à d'autres forces de gauche. Sur la question énergétique, nous faisons valoir des propositions qui sont différentes de celles de nos autres collègues de gauche, entre autres sur un choix assumé d'un développement et de la poursuite de la recherche sur l'énergie nucléaire, par exemple, en complément de la recherche et du développement sur les énergies renouvelables. C'est aujourd'hui, nous sommes pas bien nombreux, en tout cas à gauche, à porter cette thématique-là. Nous portons aussi ce que nous avons appelé un pacte d'engagement pour la jeunesse, c'est-à-dire nous faisons aujourd'hui le pari de mettre la question de la jeunesse
au cœur de tous les choix politiques qui pourraient dans le futur quinquennat. C'est-à-dire dire que nous voulons mettre tous les moyens sur l'éducation, de la petite enfance à l'université, pour permettre d'avoir la jeunesse la jeunesse la mieux formée au monde. Voilà. C'est aujourd'hui, nous portons un certain nombre de propositions dans le champ éducatif, par exemple, qui est un champ sur lequel en tout cas, je regarde attentivement de par mon mandat. Nous sommes aujourd'hui assez peu nombreux à gauche à porter l'idée, par exemple, qu'il faut revenir sur la diminution du temps scolaire. Voilà. Nous disons qu'il faut revenir à des semaines de 27 heures en élémentaire et progressivement augmenter le temps scolaire au collège, parce que nous considérons que l'école est aujourd'hui un des seuls lieux où l'État peut agir pour résorber les inégalités sociales liées à l'extraction sociale des enfants. Voilà. Aujourd'hui, si on veut permettre à l'ensemble des enfants de réussir, il faut que ça se passe à l'école, quoi. Il faut arrêter de dire si vous ne comprenez pas l'école, c'est que vous êtes bête, quoi. Donc il faut que vous alliez en dehors faire plus d'écoles avec des cours privés, etc. Non. Tous les enfants ont leur place à l'école et les apprentissages doivent s'y faire. Ça, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas nombreux à le dire. Et il y a, je pense, que le Parti communiste aujourd'hui qui porte cette question-là sur le temps scolaire et sur la place et sur des moyens importants qui doivent être consacrés à l'éducation et la jeunesse. Voilà deux thématiques sur lesquelles nous sommes, mais il y en aurait d'autres à porter, mais moi, c'est aujourd'hui deux thématiques qui me semblent importantes. Oui, parmi les personnes présentes, la Marc, par exemple, tu souhaiterais intervenir? Mais tu as toujours des problèmes de micro, peut-être. Jean-Claude Masson. Et Titou. Il lève le doigt. Vas-y, Titou, et tu ouvres ton micro et puis tu interviens. Ton micro, il n'est pas ouvert. Attends. Ah, c'est bon, là. Voilà. C'est bon, là? Ouais, Voilà. C'est bon, vas-y. La question de la question que tu posais, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous? C'est ça que tu as dit, non, je crois, Dominique? Qu'est-ce qu'on attend des communistes? Je crois qu'il faut voir les choses dans leur réalité. Nous sommes, nous aussi, les communistes, associés dans une période, dans ces 30 dernières années, on va dire les choses comme ça, au fait que la gauche, dans son ensemble, quand elle était au gouvernement, comme d'ailleurs lorsqu'elle a été en opposition, n'a pas répondu aux souhaits, aux questionnements de l'immense majorité de notre peuple qui lui faisait confiance. Et elle nous l'a fait durement payer, si je puis dire. Voilà. Elle nous l'a fait durement payer, ce qui nous a amené à réfléchir sur pourquoi et comment, puisque nous n'avons jamais cessé les uns et les autres, nous sommes des militants, de participer à des mouvements, d'être aux côtés de ceux qui effectivement se battent pour, que ce soit pour leur feuille de paix ou que ce soit pour les libertés, la démocratie, que ce soit pour la création, etc. Nous avons été présents toujours avec nos forces. Et nous n'avons pas réussi à dépasser le fait que nous avons été englobés avec le Parti socialiste dans la responsabilité, en passant d'ailleurs, entre parenthèses, souvent, la responsabilité propre de la droite, qui, elle, est quand même revenue au pouvoir, et c'est le moins qu'on puisse dire, a mis le braquet double. Si on prend par exemple Sarkozy, braquet double par rapport aux privatisations, par rapport à la remise en cause du service public, etc., et des libertés aussi, pour ne parler que de ça, sans parler, c'est pas la moindre question de la situation de la France au niveau international et le fait qu'elle est devenue
une appendice, disons, à la remorque des États-Unis, de l'OTAN, etc. Donc, nous avons été appréhendés là-dedans. Donc, la première des choses qu'on entend de nous, c'est qu'effectivement, et je crois que c'est ce processus qui a été engagé, mais sur lequel nous voulons plus particulièrement, si je puis dire, faire fort pour cette campagne, c'est effectivement d'avoir des positionnements qui correspondent plus à ce que effectivement les gens attendent en termes de programme. Vincent en a parlé, on pourrait développer sur plein de choses, de programme, mais aussi de vérité, quoi. C'est-à-dire que pas simplement, voilà ce que nous proposons, mais voilà ce que nous proposons en termes de changement, voilà les moyens que nous proposons, voilà le chemin que nous proposons, et en étant bien clair, ce chemin, nous le prendrons ensemble avec les gens, et nous en serons, nous serons ceux qui aideront à ce que les gens puissent effectivement entrer dans cette bataille, sans laquelle entrée, rien ne pourrait se faire. Donc, ils ont besoin effectivement qu'on affirme un certain nombre de choses fortes et que nous avons toujours été des gens qui avons cherché à dire la vérité. Il ne faut pas se raconter l'histoire, mais c'est souvent, on passait plus souvent à la télé, les gens s'en apercevraient. Mais n'empêche qu'il y a un besoin de vérité et que nous devons être, on doit être le parti de la vérité totalement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Aucune question ne peut rester dans l'ombre. Toutes les questions doivent effectivement être débattues. Et j'ai envie de dire, il n'y en a aucune qui nous gêne. J'ai vu hier soir, par exemple, au CEL, on a essayé je le dis bien, de le coincer. Ça a été vraiment un piège grossier sur la Chine, hein, puisqu'on a établi un truc. Bon, il a répondu tel qu'on est, c'est-à-dire en disant les choses dans leurs contradictions et dans leur vérité. Donc, moi, je pense qu'on doit être les candidats de la vérité et de la dire. Et c'est vrai sur toutes les grandes questions sociales. C'est vrai quand on affirme que sans un plan réel de développement de l'emploi pour la jeunesse et de formation, on ne pourra pas sortir le pays de la crise. Ce n'est pas simplement faire en sorte que les jeunes aient un emploi et une formation, mais c'est faire en sorte que c'est un moyen de sortir le pays de la crise. Quand on parle aussi de sortir le pays, remplir ses objectifs en termes de décarboner, en termes de préservation du climat, etc. Ça ne peut pas passer si on n'a pas effectivement une industrie mixte qui comprend un grand service public d'électricité et en même temps qui développe à la fois le nucléaire et qui développe en même temps les énergies renouvelables. C'est vrai, Vincent vient de développer sur la formation, si on ne s'attaque pas réellement avec des moyens concrets à la question de l'échec scolaire, si on reste encore à bavarder sur ça et non pas à s'y attaquer, on ne pourra pas régler le problème de la formation des jeunes et non, y compris la question de l'emploi. Si on s'attaque, donc et c'est vrai sur ça, c'est vrai sur les questions de la sécurité, c'est vrai sur qui est pour le moment dans le fond de l'insécurité dont les premières victimes, ce sont les gens ceux qui sont déjà le plus en insécurité sociale, si je puis dire, et c'est vrai sur le problème. Je crois qu'on attend ça de nous. Et tout en restant effectivement des gens qui sont ouverts sur l'ensemble des courants qui, dans la société, concourent à ça. Parce que si on dit, par exemple, qu'on a des propositions, on n'est pas seul à faire des propositions dans tout un tas de domaines, que ce soit ceux que je viens de citer ou d'autres. On parle, par exemple, on en parle très peu, mais dans le domaine de la culture actuellement, dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, il y a toute une série de personnes qui sont prêtes, qui sont là, qui sont disponibles, qui ont envie de faire des choses et qui sont à appréhender, à attendre, souvent trop à attendre d'ailleurs, c'est là qu'on a à attendre qu'effectivement on travaille avec eux pour travailler ensemble à des solutions qui soient le fruit de cette rencontre démocratique. Dernier truc, je m'arrête parce que j'étais là. J'étais ce matin à une manifestation qui s'est tenue au Pont de la Maille à Villeneuve-d'Ornon, dans cette commune comme dans d'autres communes, Mérignac, toute une série de communes, il y a même 24 endroits où ça, je crois 24 communes où c'est en cause. Le bureau de poste de Champméry, qui est un des quartiers de Villeneuve, ferme.
Voilà. Et les habitants, à l'aide avec leur syndicat, avec la CGT, avec le PC, avec d'autres personnes qui ont voulu se joindre à ce mouvement, très diverses, les habitants ont décidé de mener la bataille pour que le bureau de poste ne ferme pas. Et actuellement, il y a 1000 personnes qui ont exprimé par signature d'une pétition sur le net et par signature de pétition sur papier, leur volonté effectivement que ce bureau de poste ne ferme pas. Si sur ces terrains-là, et on était, il y a eu une manifestation ce matin pour aller d'un point de poste à l'autre. Bon, si sur ces questions-là, effectivement, nous sommes présents et disponibles pour aider les gens à organiser le combat et pour aller vers des propositions alternatives en essayant de discuter et de voir avec les personnes intéressées comment on peut les financer, je crois qu'effectivement, on pourra être reconnus comme des gens qui veulent vraiment changer les choses et on sortira petit à petit de cette situation dans laquelle on a été enfermé pendant des années et dont nous ne sommes pas complètement responsables. Merci Titou. Marie, tu souhaitais intervenir? J'ai vu que tu nous as rejoint à nouveau. Non, justement, du fait que je vous ai rejoint un peu tardivement, j'hésite quand même à intervenir. Comme tu veux. De toute façon, si tu continues, si tu restes encore un peu, tu auras toute l'attitude pour le faire. Voilà. Jean-Claude, je ne sais pas où tu es passé. Jean-Claude Masson, bon, tu dois être loin de ton micro, mais ce n'est pas grave. Si tu as envie de prendre la parole, tu n'hésites pas. Tu souhaites compléter. Vincent, moi j'ai envie de justement, Titou nous amène sur le terrain des luttes concrètes et de la manière dont les communistes peuvent aider, je dirais, à l'aboutissement de ces luttes. Tu as tu as contribué, avec d'autres bien sûr, hein, mais les communistes étant relativement présents, tu as contribué beaucoup au combat que mènent les salariés de la papeterie de Bègle, justement pour pouvoir se maintenir et gagner un avenir. Donc, où est-ce qu'en est ce combat et comment tu vis les choses? Alors, assez rapidement pour reprendre, peut-être parce que tout le monde est... faire une petite mise à jour. Donc, depuis maintenant plus d'un an, la papeterie de Bègle, qui est la propriété d'un groupe belge, a été mise en vente par ce même groupe. Voilà. Et depuis maintenant, depuis le début, nous nous sommes opposés à la fermeture du site, à la fermeture pure et simple du site. Voilà. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle qui nous semble importante, de pouvoir maintenir des emplois en agglomération et des emplois pour tous. Voilà, parce qu'on voit souvent qu'avec la métropolisation, on a aussi une gentrification des habitants, mais aussi une gentrification des emplois. Et la question des emplois industriels est pour nous une question qui est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas avoir que des emplois de bureau dans les métropoles. Et on a besoin d'avoir des emplois pour tous, y compris en cœur de ville. Deuxième chose, parce que c'est pour nous un enjeu industriel important, parce qu'on ne peut plus accepter d'assister à un grand déménagement permanent de l'ensemble de nos outils de production industrielle à l'étranger, au mieux au niveau européen, et dans le pire des cas, à l'autre bout de la planète pour deux raisons. Un, c'est désastreux pour la question de l'emploi. Hein. On a déjà une situation d'emploi qui est extrêmement préoccupante. Et deux, parce que la crise sanitaire nous aura appris au moins une chose, c'est qu'on a besoin de conserver à des distances raisonnables des moyens de production pour un grand nombre de choses qui font notre quotidien. Et dans ce cadre-là, un outil tel que la papeterie de Bègle nous semble être un outil pertinent à bonne échelle pour la métropole bordelaise.
donc non-sens environnemental, non-sens social, non-sens écologique. Et donc, ça a été les premiers moteurs, en tout cas, de la mobilisation des communistes autour de cette volonté de vendre la papeterie du groupe Etex. Au bout de quelques mois, on est sur des processus qui sont toujours un peu lents, hein, enfin, en tout cas des plans sociaux qui sont annoncés, etc. Enfin, au bout de quelques mois, c'est constitué au sein des salariés de la papeterie la volonté de se dire pourquoi nous ne serions pas les propres repreneurs de notre activité, quoi. Voilà. Et là, comment dire, c'est assez rapidement un projet qui nous a beaucoup parlé, quoi. Voilà, à nous communistes et probablement au-delà, parce que je peux vous dire que dans les salariés qui sont aujourd'hui, enfin des ex-salariés qui sont dans l'association, il n'y en a pas un qui est adhérent au Parti communiste, hein. Donc, mais cette volonté d'avoir des salariés qui prennent la main sur leur outil de travail, des salariés qui disent nous aussi, on doit pouvoir décider et on veut décider de ce que devient notre outil de travail, de la production, de la mise en œuvre de notre outil. C'est quelque chose qui pour nous, porte aussi une certaine forme de changement de société que nous appelons, voilà, c'est un peu le monde de demain qui pourrait être là dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, moi, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais voilà, en tout cas, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles, en tout cas, les communistes se sont retrouvés et se sont rassemblés autour du projet des salariés. Ce projet des salariés, il n'est pas tout seul. Il y a également d'autres industriels, hein, qui se sont prononcés sur le rachat du site. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans une situation qui, je vais le dire, est un peu, j'ai un peu l'impression qu'il y a tout le monde n'y comprend rien, en tout cas a un peu peur de comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça. On est aujourd'hui dans une situation où le groupe Etex continue d'affirmer que le 31 décembre, il cessera toute activité et il fermera le site, qu'il y ait un repreneur ou qu'il n'y en ait pas. Voilà. Et aujourd'hui, deux repreneurs potentiels, un industriel du papier d'hygiène et le projet des salariés, le projet Origami, qui se retrouve aujourd'hui depuis maintenant plusieurs mois, mais un peu mené en bateau par la direction du groupe, qui aujourd'hui ne donne aucun gage à personne. Et donc voilà un petit peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au niveau de la papeterie. Donc il y a un petit peu, enfin, on est un petit peu dans tout le monde craint un peu que Etex, propriétaire de la papeterie, fasse le choix du pourrissement et le choix de la friche industrielle à l'issue du 31 décembre. Voilà. Donc là où nous agissons aujourd'hui, élus, et comment en tout cas les élus communistes poussent, c'est d'essayer de contraindre, en tout cas au maximum, hein, en tout cas de demander à Etex de repousser cette date butoir qui s'est fixée au 31 décembre pour permettre une reprise du site. Voilà, une reprise du site par le maintien d'une activité industrielle sur le site. Voilà, sachant qu'on a notre préférence, nous, sur le projet des salariés, mais bon. Et également travailler avec des outils institutionnels que sont Euratlantique, qui peut faire beaucoup de dégâts quand il est mal employé, mais qui aujourd'hui pourrait nous permettre d'effectuer une préemption sur le site industriel s'il n'y avait pas si Etex continuait à être bloqué sur sa volonté de baisser le rideau le 31 décembre.
Et ça, sur cette question de la préemption, il y avait énormément de frilosité dans le champ politique initialement. On n'était pas bien nombreux à dire qu'il y avait cette possibilité-là et qu'il fallait travailler sérieusement à la préparation d'une préemption du site. Et aujourd'hui, l'EPA est clairement positionné et est prêt. Alors, je ne sais pas si ça ira au bout, hein, mais est prêt à déclencher une procédure de préemption du site si ça n'allait pas, si Etex décidait de s'enferrer dans sa logique mortifère pour le site industriel. Donc voilà un petit peu la situation sur cette bataille-là qui anime la vie béglaise et départementale depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, un peu plus d'un an, quoi. Voilà. Merci Vincent, hein, pour ces informations. Et on essaiera de suivre un petit peu l'actualité de cette lutte et de ce combat qui manifeste la capacité aussi du monde du travail à s'emparer de la maîtrise de ces outils et de façon à donner y compris des perspectives. Juste une petite anecdote, moi j'ai été frappé par la volonté justement de ces salariés de vouloir prolonger le partage de leur savoir-faire, de leurs connaissances, de leurs qualifications, justement sur le travail du papier et en créant, si évidemment les projets aboutissent, une école, une nouvelle école de formation qui permettrait, je dirais, à ces métiers de péréxister, voire de se développer en tenant compte des évolutions scientifiques, des nouvelles technologies et tout ça. Mais ils sont pas mal, hein. Je crois qu'au niveau des réflexions, moi j'ai été personnellement assez estomaqué par leur investissement, justement, de tous les aspects d'ailleurs, aspects écologiques, hein, environnementaux, puisque, comme tu l'as dit, mener un combat industriel au cœur de la ville, c'est véritablement un enjeu politique, au bon sens du terme, hein, qui est à mener et qui est véritablement posé, c'est-à-dire dans la société de demain, pour ne pas continuer à développer une société avec du zonage, des problèmes de transport qui s'accumulent. En parlant de transport d'ailleurs, Bègles est au cœur, je dirais, du réseau ferroviaire et notamment de la zone de fret. Où en est-on de l'avenir de la zone de fret sur Bègles? Alors, sur la, en fait, il y a plus sur la zone de fret, donc sur Bègles, pour resituer, c'est aujourd'hui une gare reste aujourd'hui une gare de triage, hein, et de constitution des trains de marchandises qui doivent après partir sur le reste du réseau ferroviaire. La difficulté qu'aujourd'hui rencontre la gare de triage, c'est un petit peu un arbre qui aurait perdu ses feuilles, quoi. C'est-à-dire que pour qu'une gare de triage puisse fonctionner, il faut qu'il y ait en amont tout un réseau, tout un maillage de collecte et de distribution de wagons, de ce qu'on appelle le wagon isolé, quoi. Et la difficulté à laquelle aujourd'hui est confronté enfin, les politiques qui considèrent que le fret est un atout, et les salariés aussi, hein, c'est le manque d'investissement et le manque de volonté politique, même si elles sont bien souvent affichées, d'investissement massif pour permettre au fret mais de petit à petit remplacer le ferroutage, quoi. Donc il y a besoin aujourd'hui d'investissements forts sur le fret, alors, à Ourcade, mais aussi sur tous les sites industriels du département et de la région, quoi. Parce que si on ne travaille pas le réseau fin de collecte de marchandises,
j'ai envie de dire, il n'y aura pas de train de marchandises à construire à Ourcade, quoi. Voilà, donc il y a des réseaux à reconstruire, à réouvrir, et des débouchés économiques à construire pour pouvoir permettre un redéveloppement de la gare de triage d'Ourcade. Voilà, nous, ce sur quoi là où on est investi et là où on arrive à avoir des marges de manœuvre, on se bat pour la sanctuarisation je vais retrouver le mot, du foncier ferroviaire. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que une fois qu'on a construit des maisons là où passait une voie ferrée, c'est extrêmement compliqué de reconstruire une voie ferrée là où on a construit des maisons à la place. Voilà. Donc ce sur quoi on bataille, peut-être pas assez fort et peut-être pas assez publiquement, mais en tout cas, c'est sur la sanctuarisation de ce foncier ferroviaire pour permettre pour rendre possible un redéploiement du ferroutage et du fret ferroviaire. Voilà. Mais à ça, on se heurte aussi, y compris à la volonté de la SNCF Immobilier qui est propriétaire du foncier, hein, malgré le saucissonnage de l'entreprise, et qui bon, essaye régulièrement, en tout cas, de modifier et d'implanter des structures autres enfin voilà, va privilégier par exemple le groupe Géodis, qui est une des filiales de la SNCF qui fait le transport par route. Voilà, on va avoir des zones qui étaient initialement consacrées au transport par le fer, qui vont se retrouver être des gares routières à destination du prestataire Géodis qui appartient à la filiale SNCF. Donc voilà, on est aussi confronté à la fois au manque de volonté politique et des fois même à la SNCF qui s'aborde elle-même le fer, quoi, au détriment de la route. Merci Vincent. Une question complémentaire là. J'ai constaté comme d'autres que les communistes avaient repris quelques positions dans les institutions au niveau du département et au niveau de la région. Qu'est-ce que ça apporte en fait? Qu'est-ce que ça nous a apporté de neuf? Qu'est-ce que ça apporte à la population d'avoir ces points d'appui, je dirais, tant au niveau du département, à la métropole, à la région et à la mairie de Bègles, puisque dans un certain nombre de municipalités, les communistes ont retrouvé une présence comme à Bègles et à Bordeaux. Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que ça... La prochaine fois, il faudra que tu m'envoies les questions avant. Tout à fait d'accord. Non. Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que ça donne un prolongement aux luttes qui peuvent exister dans la vie des citoyens. Je pense, on parlait, tu vois, de Fred juste avant. Je pense que toute la bataille qu'il peut y avoir autour des petites lignes, que ce soit de TER ou même la question des transports métropolitains, n'aurait pas les mêmes déploiements aujourd'hui si dans les institutions il n'y avait pas d'élus communistes. Pas que parce qu'on a toujours porté la question du transport par voie ferrée, mais parce que il me semble qu'on a aussi cette volonté de faire émerger les luttes, y compris dans les institutions, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien dire plus localement, et pour sortir du sujet, je sais que pendant longtemps, il y avait pas de piscine. Enfin, il y avait une piscine à Bègles qui était fermée. Voilà. Et les communistes, avec plein d'autres gens, ont mené la bataille pour que la piscine réouvre.
On était alors dans l'opposition. Et on a gagné cette bataille. Aujourd'hui, il y a une piscine qui fait la fierté de tous les Béglés. Mais avec quand même un certain nombre d'écueils qui, pour moi, sont dus au fait que, alors je dis ça, j'étais pas présent, mais l'ensemble des revendications des gens à l'époque n'ont pas été entendues. Et elles manquent aujourd'hui encore à la piscine. Tu vois. Et donc cette lutte, elle a été gagnée, mais elle a été gagnée partiellement. Et je pense que la victoire aurait pu être plus grande si nous avions été peut-être en responsabilité à l'époque. Je dis ça, enfin, je vois Titou qui lève la main et qui du coup était probablement plus dans le coup à l'époque que moi. Mais je pense qu'il nous a manqué ça. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une même situation, on aurait peut-être les élus communistes en responsabilité ont aussi plus de billes que quand ils sont dans l'opposition. Et ça permet aussi de mieux porter les luttes et les aspirations quand elles se manifestent. Voilà, donc je pense qu'en tout cas, des élus communistes, ils sont utiles à la visibilité et à la traduction des luttes, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité ou dans une majorité. Hein. Mais voilà. Tu souhaitais dire quelque chose, Serge? Oui, en espérant que je serai plus clair que tout à l'heure, parce que comme je suis intervenu en cours de démission, si je puis dire, bon, bref, je m'excuse auprès de ceux qui sont intervenus avant, peut-être que je n'étais pas dans le tempo de... Bon. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les élus communistes qui ont été dans l'opposition à Bègle, parce qu'ils l'ont été pendant quand même 25 ans, ont été des animateurs aux côtés d'autres, de différentes personnes de ce combat qui effectivement a abouti, du moins à la réouverture, mais n'a pas abouti au maintien d'un projet avec deux piscines, si je puis dire, enfin, puisqu'il y avait deux piscines auparavant, quoi. Une d'été, une d'hiver, etc. Mais ceci étant dit, ce projet a abouti. Et ça a été ça me ramène à ta question, Dominique, c'est que, bien évidemment, la relation entre les élus communistes, le travail qu'ils vont effectuer dans l'Assemblée, où ils vont prendre des positions, et quelquefois des positions pour soutenir des propositions, d'autres fois des propositions pour les combattre, cette relation avec les habitants est à construire pour qu'effectivement leur activité aboutisse à faire aboutir les revendications. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas à eux seuls, parce qu'ils ont des propositions qu'ils jugent bonnes, qui sont pour l'essentiel intéressantes, d'autres elles sont discutables, elles ne sont pas non plus terminées, ils ne peuvent aboutir que si effectivement se crée un lien nouveau. Et parmi les choses nouvelles qu'il y a à construire, si je puis dire, et qui nous font être très lucides sur le passé, et notamment dans la période où nous avons été au gouvernement, même si depuis, je l'ai dit, il y a eu d'autres gouvernements, la droite, mais il y a eu aussi gouvernement entre le Parti socialiste et les Verts, dernièrement, Hollande, n'oublions pas. Parmi les choses qui nous ont fait réfléchir, c'est pas simplement d'être, nous, des porteurs de revendications élaborées par autres, mais voir comment on établit un lien de travail à égalité, chacun à partir de ce qu'il est, à égalité de construction d'alternatives, de lutte, de rassemblement, où chacun puisse effectivement compter pour un, nous pour ce que nous sommes, lorsque nous y sommes, et les autres pour ceux qui sont, lorsqu'ils y sont également. Il y a vraiment un lien nouveau à construire. Et c'est vrai que le fait d'avoir des élus, aujourd'hui, en ayant des responsabilités autres que celles d'être dans l'opposition, est un point d'appui pour pouvoir créer effectivement ces liens, ce lien de type nouveau qui, en clair, sortent du petit à petit de cette charge historique que nous avons, où on se décharge sur
on se décharge sur certaines de leurs responsabilités. Il y a besoin, les élus, etc., et qui fait qu'une partie de notre peuple, comme ils n'ont pas trouvé satisfaction, ben, ils disent mais c'est pas la peine, etc., de continuer. Et donc, il y a à reconstruire ce lien de confiance, et pas qu'un lien de confiance, il y a à construire un lien nouveau, un lien où chacun vraiment, la citoyenneté de chacun puisse s'affirmer, où soyons les uns et les autres à part égale, où nous soyons les uns et les autres à part égale en termes de responsabilité, en termes de devoir et en termes aussi de responsabilité. Moi, je pense qu'avoir des élus, c'est bien évidemment important pour pouvoir disposer des informations nécessaires pour avoir les informations nécessaires à pouvoir faire son travail d'élu. C'est aussi nécessaire, c'est indispensable pour pouvoir avancer sur un certain nombre de dossiers lorsqu'il est possible de les avancer. Et c'est indispensable aussi pour pouvoir, en lien avec la population, faire avancer des dossiers sur lesquels on n'est pas forcément écouté dans un conseil municipal, dans un conseil général ou dans un conseil régional. Ça, Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup à attendre, enfin, pas attendre justement, il y a beaucoup à construire de ce point de vue-là. Il y a beaucoup à faire réfléchir de ce point de vue-là. Il y a beaucoup à prendre d'initiative de ce point de vue-là pour petit à petit arriver à reconstruire un sentiment de confiance partagé qui permette à chacun de s'y retrouver et qui permette surtout aux citoyens de redevenir entièrement et pleinement citoyens de leur combat au quotidien et de leur combat d'avenir. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel de la fonction d'un élu, si je puis dire, en plus de toutes les tâches qui lui sont confiées, et elles sont nombreuses. Merci, Titou. Vincent, une question, enfin une autre question, hein, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui souhaitent en poser. La gauche, aujourd'hui, toute sensibilité confondue, elle représente 25%. Ça a été, je crois qu'on n'a jamais eu de taux d'expression, en tout cas, manifesté aussi bas dans l'opinion. Donc, question concrète, que faire pour vitaliser, je dirais, cette gauche et lui permettre de retrouver un étiage qui était celui, je dirais, par exemple, de François Mitterrand, du candidat d'Union de la gauche, rassemblant les socialistes, les communistes, les radicaux de gauche, à l'élection présidentielle en 81, qui avoisinait les 47-48%. Donc, c'est pour donner des repères historiques, hein, mais en même temps aussi poser la question qui est majeure aujourd'hui, que faire par rapport à l'abstentionnisme? Je veux dire, on a plus de 50% des citoyens qui n'utilisent plus le vote pour manifester leur opinion ou leur volonté politique, en tout cas de cette manière-là. Est-ce que tu as quelques éléments de réflexion, je dirais, avant, voilà, peut-être pas forcément pour terminer la soirée, mais en tout cas pour nous donner quelques chantiers, je dirais, d'action et de réflexion dans cette période qui va être une période électorale où les gens s'investissent peu ou prou. Alors, moi, ce que je proposerais, c'est que, si possible, en tout cas, en ce qui me concerne, de pouvoir en arrêter là, parce que je suis. Non, mais on va arrêter, oui, tout à fait. Voilà, je sens. Mais t'as bossé en plus toute la journée. Je suis un peu fatigué, pas dans de très bonnes conditions pour discuter. Moi, je pense que l'enjeu, tu l'as dit, il est d'essayer de tout faire pour aller chercher tous ceux qui aujourd'hui ne croient plus en l'exercice démocratique qu'est celui du vote. Et c'est d'autant plus difficile parce que notre ambition, elle n'est pas celle que les gens aillent voter et puis après rentrent chez eux, quoi. Voilà. Donc c'est en effet un objectif qui est compliqué, mais qui n'est pas irréalisable. Et moi, ça ne suffit pas, mais je pense qu'on a quelque chose qui joue à notre avantage. C'est que nous, généralement, on est connu enfin, les communistes sont connus pour ça, c'est que ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent, quoi. Voilà. Et je pense que
si les gens aujourd'hui sont des abusés, si un grand nombre d'électeurs aujourd'hui sont des abusés et ne croient plus en la politique, c'est parce que la politique, n'a pas répondu aux engagements qu'elle avait pris, et deux, parce qu'elle ne j'ai envie de dire, ça me permet de raccrocher ce qu'on disait au tout début, ne se consacre plus assez à la vie des gens. Voilà. Quand on fait débattre sur des sujets complètement ahurissants, que ce soit la prime de rentrée où les familles populaires iraient acheter un nouvel écran plat, ou sur faut-il manger ou pas du foie gras, on est quand même extrêmement loin du quotidien des Français quand on rentre dans ce genre de débat-là. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu et un point d'appui qui est celui de parler de la vie réelle et du quotidien des gens. Et je pense que si on est en capacité de porter des propositions avec les gens sur leur quotidien, on peut avoir l'opportunité de les raccrocher, de les ramener dans le débat politique et dans le jeu démocratique. Voilà. Je pense que c'est ce qui a fait notre force pendant longtemps. Et je n'ai pas d'avis, enfin, j'ai pas d'analyse sur pourquoi on n'en est plus là, mais c'était d'arriver à être en pleine prise avec avec le quotidien des Français. Voilà. Moi, je pense que là, en tout cas, il y a une place à occuper à gauche, parce qu'aujourd'hui, trop peu l'occupent. Voilà. Donc, moi, Écoute, merci Vincent. Et puis, non, et je sais que c'est pas évident comme ça d'être mis à contribution là pendant presque 1h30. Donc, merci beaucoup. Et puis, je souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes de fin d'année. Et évidemment, j'espère qu'on te retrouvera peut-être à d'autres occasions en te donnant peut-être les questions préparées. ça, c'est pour plaisanter. Non, je te remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et puis, à bientôt, certainement l'année prochaine. Merci, bonne fête de fin d'année. Merci à Vincent pour son intervention. Très intéressante. À très bientôt, Marie.